Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, nouvelle équipe gouvernementale au Bénin. Le financier Lionel Zinsou a été nommé Premier ministre. Les groupes armés du Nord Mali doivent signer l'accord de paix ce samedi. En signe de bonne volonté, le pouvoir central a levé les mandats d'arrêt qui visaient les chefs rebelles. Et en cette période de Ramadan qui vient de débuter, les Libyens peinent à faire leurs courses. Les commerçants profitent en effet de cette période sacrée pour augmenter les prix des produits alimentaires. Comme annoncé en titre, nouveau remaniement ministériel au Bénin. La nouvelle équipe comprend 27 ministres comme la précédente, dont 7 nouveaux membres et 4 femmes. Et c'est le banquier d'affaires franco-béninois Lionel Zinsou qui a été nommé à la tête de cette nouvelle équipe. Portrait avec Ibrahim Ndiaye. Lionel Zinsou nommé Premier ministre au Bénin. C'est l'une des surprises du remaniement ministériel intervenu au Bénin ce jeudi 18 juin. La nouvelle équipe est composée de 27 membres avec 7 nouvelles têtes et 4 femmes seulement. Le nouveau Premier ministre béninois est âgé de 60 ans. Lionel Zinsou est un ancien professeur d'économie à l'ENA et dirige depuis 2008 PAI Partenaire, un fonds d'investissement français. Monsieur Lionel Zinsou, c'est une figure assez connue du paysage politique, médiatique et surtout financier de la planète, puisqu'il a été membre du cabinet de Fabius lorsqu'il était jeune, lorsque Fabius était Premier ministre. Donc il est présent dans les arcanes du pouvoir depuis très longtemps. C'est un neveu de l'ancien président Émile Derlin Zinsou, qui avait été président du Bénin Dahomey dans les années 60. Il a ensuite fait carrière notamment chez Rothschild. Il a été président du fonds PAI Partners, donc qui est le premier fonds d'investissement. Je pense que cette question justement des conflits d'intérêts va se poser. Alors plus connu dans le paysage financier français que béninois d'une certaine manière. Et on sait également qu'il est très proche de François Hollande. Cela va sans doute jouer, je pense, dans la manière dont il sera perçu et reçu dans la classe politique béninoise. Le nouveau Premier ministre béninois préside également depuis ce début d'année la Fondation Africa France et semble maîtriser les problématiques du continent africain. Première contrainte d'une certaine manière et aussi aujourd'hui la toute première chance, c'est un continent qui est peuplé d'1 milliard d'habitants sur 30 millions de kilomètres carrés. Ces habitants, il va falloir les installer aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Le défi, c'est pas seulement aujourd'hui. En 2015, nous avons un déficit de financement des infrastructures. Le défi, c'est comment on répond sur 25 à 30 ans à quelque chose que personne n'a jamais eu à gérer. Le problème, c'est que c'est ce qu'il y a de plus intensif en capital. Donc on a des besoins de capital très très importants. Sa connaissance du milieu financier pourrait être un atout pour diriger ce nouveau gouvernement et pour conduire des réformes économiques. Mais ses penchants pour l'économie néolibérale pourraient le desservir, selon certains analystes. Lionel Zinsou est un grand banquier, c'est un grand intellectuel, c'est une figure de poids, c'est un monsieur qui est brillant, même si ses idées sont extrêmement discutable, notamment sur la question du franc CFA, par exemple, et également sur la question des réformes économiques. Il incarne un courant néolibéral assumé. Donc il faudra voir dans quelle mesure le paysage social béninois pourra s'accommoder de ce Premier ministre. Sa nomination est diversement accueillie au Bénin. L'opposition tire déjà à boulet rouge sur celui qui pourrait vouloir se positionner comme le successeur potentiel de l'actuel président Boni Yayi. Alors que l'accord de paix pour le Nord Mali doit être signé ce samedi par les groupes armés, les autorités maliennes ont levé les mandats d'arrêt visant différents chefs rebelles. Une manière pour le pouvoir central de montrer sa bonne volonté et de mettre toutes les chances de son côté pour parvenir enfin à un texte paraphé par toutes les parties prenantes à ce conflit. Ibrahim Ndiaye. L'échéance du 20 juin canalise tous les espoirs au Mali. Pour montrer sa bonne volonté d'apaisement et de paix durable, le gouvernement malien a levé les mandats d'arrêt visant différents chefs rebelles. Au même moment, le Gati, le groupe d'autodéfense Touareg, Imgad et alliés, une milice pro-gouvernementale tente elle aussi de montrer sa bonne volonté et a décidé de quitter la ville de Ménéka vendredi 19 juin. Toutefois, la décision des autorités maliennes de lever les mandats d'arrêt des chefs rebelles divise du côté de Bamako et pas seulement. Par rapport à la levée des mandats d'arrêt, il faut dire qu'on ne peut pas construire quelque chose de durable dans l'impunité, en encourageant l'impunité. Il n'est pas normal que le gouvernement de la République du Mali lève des mandats d'arrêt contre des gens qui ont du sang sur les mains.
On ne doit pas libérer des criminels dans la rue. La justice, au nom de la politique, au nom de la réconciliation de la paix, on ne doit pas libérer des gens qui ont les mains souillées, pour ne pas dire qui ont le bout du turban ensanglanté. Ça, c'est un signal que la communauté internationale ne va pas comprendre, que l'opinion publique malienne ne veut pas comprendre, que les parents des victimes de ces exactions-là ne vont pas comprendre. Je crois que le gouvernement a poussé trop loin le bouchon et ça, c'est inadmissible et inacceptable par rapport à la levée des mandats. Depuis le début du conflit dans le nord du Mali, les négociations entre les autorités et les mouvements armés sont en dents de scie. Les espoirs d'un accord se sont souvent transformés en échec. La rue malienne est partagée entre espoir et méfiance. Quant à la probable signature des accords, est-ce qu'il faut croire à ces gens après moult reports, moult rétractions, après moult exigences, après moult revirements? Est-ce qu'on a encore confiance? Signer ou pas signer, je crois que nous sommes dans un processus de longue haleine. Et le pouvoir ne doit pas tout faire pour sauver sa tête. Il faut sauver le Mali, sauver le peuple malien, sauver les victimes et sauver la paix et la justice. Ça se fait dans la justice et la démocratie. Un soulagement à la clé, c'est ce qui attend la ville de Ménaka lorsque les groupes armés pro-gouvernementaux auront signé les accords de paix de ce samedi 20 juin à Bamako. Une joie qui sera partagée par tout le peuple malien si le rêve d'un accord de paix devient une réalité ce 20 juin 2015. En Centrafrique, le calendrier électoral très attendu a enfin été dévoilé, plusieurs fois reporté à cause de la situation sécuritaire. Les élections législatives et présidentielles ont finalement été fixées au 18 octobre. Reste à mobiliser les moyens financiers nécessaires au bon déroulement de ces scrutins. Ibra Khadindiaï. Le calendrier des élections en Centrafrique est désormais connu. Les élections législatives et présidentielles sont fixées à la date du 18 octobre 2015. Mais avant cela, un recensement électoral est nécessaire pour le bon déroulement du processus électoral. Il devra débuter le 27 juin et durer un mois en tout. Pour réussir ces nombreux défis, le pays doit mobiliser des moyens financiers et techniques importants. À cela s'ajoutent d'autres préalables comme la question sécuritaire qui font craindre que ce calendrier électoral n'est pas adapté aux réalités sur le terrain. Les élections effectives à cette date, surtout présidentielles et législatives, nécessitent un travail que je ne peux pas apprécier d'emblée par rapport à une date déjà annoncée. Mais difficile de vous dire si c'est possible ou non. Tout le monde doit se mettre au travail pour reconstruire la cohésion et ça, c'est d'abord un travail qui nécessite beaucoup de sensibilisation et beaucoup d'engagement aussi. Donc à ce niveau, il m'est difficile de dire si après le forum, tout cela s'est vraiment engagé sur le terrain. Le référendum constitutionnel a été annoncé pour le 4 octobre 2015. Pour de nombreux Centrafricains, la réconciliation nationale devrait être la priorité. Il y a le manque de moyens, vous le savez. Est-ce que si nous n'avons pas pu avoir les moyens pour préparer les élections en une année, puis ensuite en 6 mois de prolongation, quel miracle va arriver pour que nous ayons les moyens en 4 mois? Parce que là, il ne restera plus que 4 mois. Puis ensuite, vous avez les problèmes d'insécurité. Et laissez-moi vous dire, je reviens de Centrafrique où j'ai passé 1 mois et demi. L'insécurité est toujours bien présente, et surtout dans les provinces. Ce problème de désarmement n'a toujours pas été réglé. Se pose également la question du recensement des électeurs. La crise a entraîné le déplacement de nombreux Centrafricains en dehors du pays. Il est difficile de prendre en compte ces réfugiés dans un temps si court. Le salon Planète PME s'est achevé ce 18 juin à Paris, capitale française, un rendez-vous exclusivement consacré aux petites et moyennes entreprises. Ces PME qui apparaissent de plus en plus comme de véritables facteurs de développement pour le continent africain. Arwa Barkala. Le forum Planète PME vient de s'achever à Paris. Durant 2 jours, il a réuni de nombreux entrepreneurs, de nombreux experts et autres acteurs économiques venus échanger, entre autres, sur l'essor que le continent africain connaît ces dernières années en termes d'entrepreneuriat. C'est un très joli bilan que l'on peut faire de cette édition. D'abord parce qu'on a eu des passages de plusieurs ministres de pays étrangers, comme le Congo par exemple. On a eu également la présence du président de la République, qui est bien la preuve que dans ce pays, lorsqu'on entreprend, lorsqu'on innove, lorsqu'on transforme, lorsqu'on prend des risques, lorsqu'on est enthousiaste et qu'on veut réussir, eh bien de plus en plus maintenant,
on vous fait confiance. En plus, beaucoup de contacts ont été noués, beaucoup de projets ont été initiés entre la dizaine de pays africains, de délégations de pays africains qui étaient présents à Planète PME, et puis beaucoup de Français. Le forum Planète PME a été l'occasion de rencontres et de partenariats avec des acteurs économiques, politiques, capables de répondre aux inquiétudes des entrepreneurs de petites et moyennes entreprises. Le nombre croissant d'entreprises africaines à ce rendez-vous témoigne de l'esprit d'entrepreneuriat qui gagne le continent africain et son taux de croissance moyen qui s'élève à 5%. Nous, en tant que banque qui avons pour objectif de propulser les PME, ce forum était très important, d'autant plus qu'il nous permet de rentrer en contact avec d'autres PME, échanger sur des expériences et proposer, faire voir aux autres PME d'ici que le Congo est ouvert aux investissements, de manière à ce que les PME intéressées à aller investir au Congo viennent en passant par nous. Donc nous sommes un canal pour les PME qui aimeraient bien investir au Congo. Lors du forum, le prix de l'entrepreneur africain spécial Planète PME a été décerné à Ludovic Kangé, fondateur de Stradels, une marque de prêt-à-porter et vêtements sur mesure haut de gamme pour hommes, présent à Paris depuis 1999. Début du Ramadan pour les musulmans du monde entier, un mois de jeûne, de convivialité et de partage. Et pourtant, les commerçants sont peu scrupuleux pendant cette période et n'hésitent pas à augmenter les prix des produits alimentaires les plus convoités. C'est le cas en Libye, par exemple, où entre la crise économique et la hausse des prix, de nombreux Libyens peinent à remplir leur panier. Mohamed Lamine Solano. Les habitants de Tripoli font leurs provisions pour le Ramadan. Mais pour beaucoup, les prix des marchandises augmentent alors qu'en revanche, les salaires restent bas. Pendant ce temps, l'État d'Afrique du Nord se rapproche de l'effondrement économique alors que la monnaie chute. À l'annonce du Ramadan, Adi, un résident de Tripoli, a constaté une augmentation des prix sur les marchés. En ce qui concerne les prix cette année, nous n'avons pas de salaire. Les gens vivent dans des circonstances difficiles. Vous vous attendez à recevoir un certain montant, tous les prix ont augmenté. À Tripoli, les consommateurs arrivent dans les supermarchés pour faire leurs provisions pour le mois sacré musulman du Ramadan, qui a commencé ce jeudi 18 juin dans plusieurs pays. Avec la chute de sa monnaie, de nombreux Libyens ont du mal à s'offrir ces friandises du Ramadan, comme il est de coutume. Je vois que les prix sont très élevés. Il n'y a pas de coordination en termes de prix entre les différents magasins. Chaque magasin vend au prix qu'il veut et les prix sont vraiment très élevés. C'est inimaginable. Le citoyen ordinaire a du mal à s'offrir ce dont il a besoin. Nous n'avons pas d'argent. Les fonctionnaires libyens aussi affirment qu'ils n'ont pas été payés depuis au moins 2 mois et accusent la Banque centrale de ne pas fournir de liquidités aux prêteurs locaux pour émettre les chèques de paye. Beaucoup se sont plaints de n'avoir pas reçu leur salaire. L'économie est frappée de 2 côtés. D'un côté, le dinar qui, depuis janvier, a perdu 35% de sa valeur par rapport au dollar. De l'autre, il y a la production pétrolière qui a chuté à 400 000 barils par jour, soit un quart de ce qui était le cas avant un soulèvement à l'origine du renversement de Muammar Kadhafi en 2011. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.